Vous écoutez On lit pour vous. Un succès incroyable et une référence. Un texte de Simon Drouin, paru le 23 juillet 2026 dans La Presse. L'étalement inédit des derniers Jeux olympiques de Milan-Cortina a soulevé la critique de certains athlètes cantonnés dans leur village des Dolomites. 50 ans plus tôt, ils n'auraient pas ressenti un tel isolement aux Jeux de Montréal, où le village olympique se trouvait à quelques minutes de marche d'une panoplie de lieux de compétition. Le Parc olympique de Montréal a accueilli plus d'1 million de spectateurs. Les épreuves de 9 des 21 sports au programme se sont déroulées dans le quadrilatère formé par les rues Sherbrooke et Viault, le boulevard P9 et l'avenue Pierre de Coubertin et desservies par les stations de métro P9 et Viault. Citation: « Certains jours, il y avait plus de 150 000 personnes qui arrivaient dans le parc. » Fin de citation, raconte Walter Sieber, alors directeur général des sports au comité organisateur, COJO. Citation: « C'était assez impressionnant. Ça ne s'est vu ni avant ni après les Jeux de Montréal. » Fin de citation. Cette concentration des activités, y compris les cérémonies d'ouverture et de clôture, était l'un des objectifs du COJO au moment de déterminer les lieux de compétition. Elle limitait les besoins en transport et favorisait ainsi la qualité de l'expérience des 6 084 athlètes. Pour M. Sieber, cette configuration a été l'un des éléments qui ont fait des Jeux de la 21e Olympiade un modèle, citation, « au moins jusqu'à Barcelone en 1992 ». Fin de citation. Citation: « On n'en parle quasiment jamais, mais c'est devenu la référence pour les Jeux parce que l'organisation elle-même a été un succès incroyable. » Fin de citation, assure l'homme de 85 ans. À partir de Munich en 1972, où il était adjoint au chef de mission de la ville de Montréal, Walter Sieber a occupé des fonctions à 26 Jeux olympiques. À ses yeux, l'obtention des Jeux d'été de 1976 par Montréal a été un tour de force, rappelle celui qui siège à la commission des programmes du CIO depuis 2002. Citation: « On avait très peu de connaissances dans l'organisation d'événements en sport international, dit-il, alors que les villes rivales de Moscou et Los Angeles étaient beaucoup mieux préparées que nous. Mais c'est le maire Jean Drapeau qui a amené les Jeux. Sans lui, d'après moi, on n'aurait jamais vu des Jeux se faire. » Fin de citation. Les villes olympiques ont l'habitude de se faire la main en orchestrant d'abord des championnats du monde d'hiver, une occasion de mettre à l'essai les infrastructures, de voir au bon déroulement des compétitions et de mettre à niveau les officiels, entre autres. Citation: « Nous, on en avait fait 2. En 1967, c'était l'escrime et en 1974, le cyclisme. Et quand on parle des mondiaux de cyclisme, les épreuves sur piste auraient dû avoir lieu au Vélodrome olympique, mais ils n'étaient pas prêts. C'est pour ça qu'on les a organisés sur une piste temporaire au Sepsum de l'Université de Montréal. C'était toute une aventure. » Fin de citation. Les retards dans la construction des sites, responsabilité de la ville et ensuite du gouvernement provincial, ont mis le COJO sous pression. Lors d'une visite du président de la Fédération internationale de natation, FINA, en février 1976, tout ce que le directeur général avait à lui montrer était un trou béant et des échafaudages. Citation: « Il m'a dit: « Monsieur Sieber, ça vous prendra un miracle pour que la natation ait lieu ici. » 2 semaines après, j'étais devant la commission exécutive du CIO. Le président de la FINA y était. Le président du CIO m'a demandé de prévoir un plan B. Même le représentant du gouvernement, Victor Goldblum, ministre responsable de la RIO, n'a pas réussi à les convaincre. La piscine a été prête 2 ou 3 semaines avant les Jeux. Fin de citation. Ces retards ont forcé M. Sieber et ses collègues à organiser le bon déroulement des compétitions sur les plans de construction. La veille et le jour de la cérémonie d'ouverture, 22 pays africains ont décidé de boycotter les JO pour protester contre la participation de la Nouvelle-Zélande, dont une équipe de rugby entamait une tournée en Afrique du Sud en plein apartheid. Citation:
C'est précisément 638 athlètes qui ont dû quitter le village olympique. Fin de citation, se souvient le dirigeant qui a dû refaire la liste de départ de nombreuses épreuves. Autre innovation du COJO, un représentant de chaque direction générale était présent sur tous les lieux de compétition, formule qui a fait école. Citation. C'était la meilleure façon d'organiser des Jeux olympiques, insiste le Suisse d'origine. On ne doit pas oublier que c'était comme tenir 21 championnats du monde en 14 jours. C'était énorme. Les plans étaient détaillés minute par minute. Chacun savait quoi faire à quel moment. Il fallait aussi coordonner 25 000 volontaires. Ça devient quelque chose d'extrêmement complexe, mais on l'a vraiment bien réussi. Fin de citation. En plus d'avoir été le théâtre des programmes parfaits de Nadia Comaneci, le Forum de Montréal a accueilli les finales de volley-ball, de handball, de basketball et de boxe, suivies par un total de 100 000 spectateurs. Citation. Ça a été un autre succès, autant pour les spectateurs que pour les athlètes. Fin de citation. Passés à l'histoire pour être les seuls JO d'été où le pays hôte n'a remporté aucune médaille d'or, les JO montréalais ont néanmoins vu les athlètes canadiens monter sur le podium à 11 reprises, soit un peu plus du double qu'à Munich 4 ans plus tôt. Citation. Aujourd'hui, aux Jeux d'hiver, on est parmi les meilleurs pays au monde et on n'est pas mal placé non plus aux Jeux d'été. Fin de citation, rappelle Walter Sieber. L'architecte Roger Taillibert avait prévu la création d'un institut des sports dans le mât du stade olympique. Cette idée n'a jamais été concrétisée, mais l'Institut national du sport du Québec a finalement été construit en bordure de la piscine olympique en 2014. Citation. Ça aussi, c'est une première, et on ne voit ça nulle part ailleurs dans le monde. Fin de citation. À ses yeux, il est indéniable que les Jeux de Montréal ont été un véritable catalyseur dans le développement du sport d'élite et participatif au Canada. Citation. À part le hockey sur glace, le baseball, le football et le basketball, les sports étaient très peu connus et très peu de monde les pratiquait. Ce sont vraiment les Jeux olympiques qui ont déclenché un mouvement qu'on n'aurait pas pu réaliser autrement. Fin de citation, nous rappelle Walter Sieber. Le travail de Walter Sieber au COJO l'a propulsé vers une rare carrière pour un Canadien dans le mouvement olympique et la FIFA. Il croit que la mauvaise presse entourant les énormes coûts de construction a fait en sorte que ses collègues des autres directions, qui, citation, ont fait un travail remarquable, fin de citation, n'ont pas eu les mêmes occasions. Nommé ambassadeur des relations internationales au Comité olympique canadien, un titre extraordinaire qui le fait sourire, M. Sieber prévoit se retirer après les JO de Los Angeles en 2028, où il sera encore impliqué dans le tournoi de soccer pour la FIFA. Citation. S'il y a des problèmes, c'est surtout avec le CIO qu'il faut les régler. C'est surtout moi qui fais ces liens-là parce que je les connais tous très bien. Ça facilite souvent le dialogue et on est capable de trouver des solutions. Fin de citation. Comme à Montréal, il y a 50 ans. C'était un succès incroyable et une référence, un texte de Simon Drouin, paru le 23 juillet 2026 dans La Presse. À Verdun, une galerie et des ateliers d'artistes dans l'incertitude. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 30 juillet 2026 dans Le Devoir. Malgré les efforts des pouvoirs municipaux pour protéger les ateliers créatifs montréalais, les artistes restent vulnérables à la crise du logement. Les cas d'éviction de leur lieu de travail continuent de se multiplier dans les quartiers centraux. Second de 2 cas d'éviction imminente. Quoi retenir? La galerie d'art contemporain Jeannot est menacée de fermeture en raison de la vente potentielle de l'immeuble qui l'abrite. Les artistes résidents craignent la difficulté de trouver des studios abordables dans le quartier. La mairesse de Verdun souhaite soutenir la diversité des commerces et appelle à un encadrement des baux commerciaux.
Anne Janot a ouvert les portes de sa galerie d'art contemporain il y a 6 ans sur la rue Wellington, au 2e étage d'un immeuble qui abrite le bar social et le marché d'alimentation chez Robin. La galerie Janot représente des artistes comme Caroline Boileau et Carole Baillargeon. Des expositions temporaires s'y succèdent dans un espace épuré. Sur le même étage, 14 petits studios séparés un peu à la manière de cubicules sont occupés par des artistes en production. Doon Patricia Tebb a découvert la galerie en tant que bénéficiaire de son programme de résidence de recherche-création subventionné par Desjardins. C'était pour étudier la dentelle sculpturale, dit l'artiste en montrant son studio au Devoir. J'apprends la dentelle à l'aiguille et c'est une technique que j'adapte en métal. Celle qui entame aujourd'hui une maîtrise en fibres et pratiques matérielles à l'Université Concordia a tant aimé l'ambiance qu'elle y loue maintenant un studio. Elle a aussi été engagée comme assistante d'une artiste bien établie, Laila Mestari, qui occupe une partie du local. On a construit une belle communauté, affirme Doon Patricia Tebb. Sa voisine de studio, Tara Lynn McDougall, acquiesce. J'ai rencontré tellement de gens. C'est générateur de créativité, indique celle dont les œuvres renvoient souvent à la valeur attribuée à l'art en comparaison avec les autres types de travail. L'une de ses réalisations les plus récentes est une courte pointe à louer, qui fait référence à la crise du logement. Des visites surprises. L'atmosphère est toutefois plus stressante depuis que les occupants ont commencé à recevoir des visites sans préavis il y a quelques mois. J'ai appelé le propriétaire. Il m'a dit que c'était des acheteurs potentiels, indique Anne Janot. En écoutant les conversations de ces derniers lors des visites, les artistes ont compris qu'ils avaient l'intention de transformer les studios en bureaux. En juin, la directrice fondatrice affirme avoir reçu une proposition de celui qui pourrait devenir le futur propriétaire, l'avocat David Bessette, dont le cabinet est situé non loin de là, sur la rue Wellington. Il m'a dit « Si vous partez en juillet, je vais vous laisser une petite partie des locaux », raconte Madame Janot. Il est toutefois inconcevable, selon elle, de déménager tout le monde dans un espace beaucoup plus petit. De surcroît, dans un délai aussi court. Madame Janot a plutôt réclamé un préavis de 6 mois minimum pour quitter les lieux, qu'elle s'attend à recevoir sous peu, même si elle n'est pas tenue au courant de l'état des négociations pour la vente. Après cette période de 6 mois, il n'y aura plus d'occupation possible, lui a écrit Maître Bessette dans un échange de textos consulté par Le Devoir. De plus, il faudra enlever les divisions et autres aménagements à vos frais, conformément à la loi. David Bessette n'a pas donné suite au courriel et à l'appel téléphonique du Devoir. L'un des propriétaires actuels, Jonathan Champagne, propriétaire du IGA Gérard Champagne à Verdun, ne nous a pas répondu non plus. La quête ardue de nouveaux locaux. L'incertitude actuelle compromet les activités de la galerie à moyen terme. Madame Janot ne sait pas jusqu'à quel moment elle peut planifier des expositions. Elle a commencé à chercher un nouveau local, mais doute de pouvoir rebâtir un écosystème similaire. Les artistes, eux, craignent de ne pas trouver un nouvel atelier abordable dans le quartier. J'ai des expositions qui s'en viennent dans d'autres villes et je ne sais même pas combien de temps je vais pouvoir laisser tout mon matériel ici, lance Tara Lynn McDougall. La galerie Janot et les artistes n'ont pas vraiment de recours légaux pour éviter d'être évincés. Selon le document Les Beaux et les Arts publié par le Conseil des Arts de Montréal et Éducalois, en cas de vente de l'immeuble où se situe un atelier d'artistes, le nouveau propriétaire est généralement libre de mettre fin au bail. Madame Janot déplore que les locaux de petites entreprises comme la sienne ne soient pas protégés. Plusieurs commerces ont d'ailleurs été victimes de hausses de loyers ou d'évictions sur la rue Wellington ces dernières années. Le cas le plus récent est le café Station W qui a été forcé de déménager sur la rue de Verdun. La mairesse préoccupée. L'arrondissement de Verdun se dit conscient des questions de l'abordabilité et du maintien des ateliers d'artistes dans la métropole.
La ville prévoit d'ailleurs étudier la situation de divers espaces de création, notamment ceux situés dans des galeries privées, a déclaré l'équipe des communications par courriel. Cela dit, au niveau de l'arrondissement, il n'existe actuellement pas de programme ou de mécanisme réglementaire spécifique visant à garantir le maintien d'ateliers d'artistes dans un immeuble privé ou à empêcher leur conversion vers d'autres usages autorisés. La mairesse de Verdun, Céline Audrey-Beauregard, se dit interpellée par la situation comme pour tout commerce qui vit des insécurités dans son arrondissement. Perdre un espace culturel n'est pas une bonne nouvelle pour le quartier, croit-elle. Je veux que mon quartier soit diversifié, avec des commerces de détail, de la restauration, de l'industrie légère, des artistes de tout genre, a-t-elle dit en entrevue avec Le Devoir. L'élu de Projet Montréal compte interpeller l'administration de Soraya Martinez-Ferrada afin de mettre en place un programme d'aide pour les commerçants qui souhaitent acheter leurs locaux. Elle réclame aussi un encadrement des baux commerciaux par le gouvernement provincial. C'était, à Verdun, une galerie et des ateliers d'artistes dans l'incertitude. Un texte de Roxane Léouzon paru le 30 juillet 2026 dans Le Devoir. Le Parlement du Canada devrait-il rester hybride? Les députés sont divisés. Un texte de Catherine Morrison de la presse canadienne, paru le 4 août 2026 dans Le Devoir. Pendant la pandémie, les députés fédéraux ont commencé à voter et à participer aux réunions des comités depuis leur domicile. 6 ans plus tard, les parlementaires sont divisés sur la question de savoir si ces règles hybrides doivent être maintenues. En mars 2020, la Chambre des communes a adopté une requête autorisant les comités de la santé et des finances à se réunir virtuellement. 4 mois plus tard, la première séance de la Chambre des communes s'est déroulée en format hybride, certains députés étant présents en personne, tandis que d'autres participaient par visioconférence. Aujourd'hui, il est courant que les députés votent depuis leur téléphone lors des annonces, voire lorsqu'ils sont au restaurant. Lors du sommet Canada-États-Unis en juin, le ministre de l'Intelligence artificielle, Evan Solomon, a interrompu une discussion pour voter depuis son téléphone. Alors même que les employés des secteurs privés et publics retournent dans leurs bureaux, les députés restent cependant divisés sur la question de savoir s'il est temps de mettre fin aux règles parlementaires hybrides. Les grandes banques et entreprises, telles que la Banque royale du Canada, RBC, la Banque de Montréal et Rogers, ont augmenté le temps que leurs employés sont tenus de passer au bureau. Des milliers de fonctionnaires provinciaux ont été rappelés au bureau à temps plein. Et du côté fédéral, de nombreux fonctionnaires ont adopté le mois dernier un nouvel horaire de travail qui les oblige à être présents au bureau 4 jours par semaine. Les hauts fonctionnaires sont revenus au bureau à temps plein en mai. Le seul parmi les démocraties libérales occidentales. De leur côté, les députés semblent avoir des avis partagés sur les règles relatives au travail hybride. Le député conservateur Michael Chong a déclaré à la Chambre des communes en février 2026 qu'il estimait que le Canada devrait mettre fin au Parlement hybride. Nous sommes le seul Parlement national parmi les démocraties libérales occidentales à rester en mode hybride, a-t-il fait valoir. La Chambre des communes britannique a mis fin aux séances hybrides en 2021, tandis que la Chambre des représentants américaine a aboli le vote par procuration en 2023. Le député libéral Cory Hogan a répondu à M. Chong qu'en tant que père de 3 jeunes enfants, il avait vraiment apprécié la flexibilité qu'ont offerte les séances hybrides lors de ces occasions exceptionnelles où cela s'est avéré nécessaire. Mon père a récemment été hospitalisé, en soins intensifs pendant 11 jours, et le fait de pouvoir être à son chevet tout en accomplissant mon travail au Parlement depuis l'hôpital a été très important pour moi, a-t-il raconté. Le député du Bloc québécois Yves Perron a affirmé à la Chambre des communes que son parti est d'accord pour que les interventions à distance deviennent plus exceptionnelles qu'elles ne le sont actuellement. Il a soutenu que le télétravail devrait être approuvé pour des raisons familiales ou de santé. Toutefois,
Un député ne devrait pas se trouver dans un lieu public ou dans une voiture lorsqu'il travaille à distance, a précisé M. Perron. Lésions auditives chez les interprètes. Depuis que le Parlement est passé au mode virtuel, plusieurs interprètes de la colline du Parlement ont subi des lésions auditives dues à une mauvaise qualité sonore et à des retours sonores. En 2024, le gouvernement fédéral a été contraint d'ajuster la configuration audio à la Chambre des communes et dans les salles de comité. Pour la députée néo-démocrate Heather Macpherson, le Parlement hybride présente un intérêt, affirmait-elle lors d'une entrevue la semaine dernière. Cela nous permet d'avoir une participation plus diversifiée au sein de notre Parlement, a-t-elle fait valoir. Je pense que la grande majorité des Canadiens se soucient davantage du travail que nous accomplissons et peut-être moins de savoir si nous le faisons dans notre circonscription ou à la Chambre des communes. Madame Macpherson a ajouté qu'elle trouvait ironique que d'autres députés réclament la fin des règles hybrides alors qu'ils ont eux-mêmes recours au vote virtuel et à d'autres options hybrides. Il n'existe pas de statistiques détaillées ni de statistiques faciles à extraire sur les moments où les députés participent au débat ou votent à distance, a indiqué le porte-parole du bureau de la présidence de la Chambre des communes, Olivier Duhem, par courriel. La députée Macpherson a dit estimer que certaines des discussions qui se tiennent au sein et aux abords de la Chambre des communes sont importantes et qu'elle s'efforce d'être présente lorsque la Chambre siège. Des syndicats en faveur du télétravail. Il semble contradictoire de refuser aux fonctionnaires la flexibilité de travail dont bénéficient les députés, estime le président de l'Association canadienne des employés professionnels, Nathan Prier. Les parlementaires ont clairement constaté les avantages du télétravail grâce aux moyens technologiques qui facilitent la communication avec leurs collègues et aux économies que cela génère pour les contribuables canadiens, a affirmé M. Prier, qui dirige un syndicat représentant plus de 27 000 fonctionnaires fédéraux. L'Alliance de la fonction publique du Canada se prononce en faveur d'un Parlement hybride, soutenant que des modalités de travail flexibles peuvent aider les députés à s'acquitter de leurs responsabilités, tant au Parlement que dans leur circonscription. Depuis des années, nos membres répètent que la flexibilité est importante et que les travailleuses et travailleurs devraient avoir leur mot à dire sur la façon d'organiser leur travail, peut-on lire dans un récent communiqué du syndicat. Que ce soit au gouvernement, dans les milieux de travail sous réglementation fédérale ou dans le secteur privé, on le sait. Le télétravail augmente la productivité, diminue les coûts d'exploitation, réduit la congestion sur les routes et améliore la qualité de vie des gens, ajoute l'organisation. Pour l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, la réponse à une obligation arbitraire de retour au bureau n'est pas nécessairement une autre obligation arbitraire imposée aux parlementaires. Qu'il s'agisse d'un scientifique, d'un expert en informatique ou d'un député, la présence physique ne devrait être exigée que lorsque cela sert le travail, et non pas simplement pour des raisons de visibilité, poursuit le syndicat dans un communiqué. C'était « Le Parlement du Canada devrait-il rester hybride ?» Les députés sont divisés. Un texte de Catherine Morrison, de la presse canadienne, paru le 4 août 2026 dans Le Devoir. Contrairement à ce qu'on croit, les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes. Voici pourquoi. Un texte de la rédaction paru le 2 août 2026 dans Futura Science. Un chat retombe toujours sur ses pattes. L'adage est solidement ancré. La réalité est plus nuancée et bien plus fascinante. Car si le félin dispose d'un réflexe acrobatique spectaculaire, celui-ci a ses limites et une chute peut se révéler dramatique. Explication. Les chats tombent-ils vraiment toujours sur leurs pattes? Leurs grandes chances de survivre à une chute tiennent à leur capacité à réagir vite. Athlétiques, agiles et dotés d'un sens de l'équilibre très développé, ils se rendent rapidement compte qu'ils tombent à l'envers. Un réflexe fulgurant fait alors pivoter leur corps selon une séquence précise.
La tête tourne d'abord sur le côté, suivie de la partie avant du corps, puis de l'arrière-train, si bien que l'animal finit par se présenter sur ses 4 pattes. Le secret d'une colonne vertébrale souple. Cette torsion est rendue possible par la flexibilité exceptionnelle de la colonne vertébrale du chat. À la réception, il la courbe légèrement, ce qui permet au choc d'être absorbé à la fois par les 4 membres et par le dos. Fait surprenant, ce réflexe ne dépend pas de la vue. Les chats malvoyants ou aveugles maîtrisent tout aussi bien ces rotations rapides, à ceci près qu'ils ne savent pas exactement quand ils vont toucher le sol. À l'inverse, les chats dont l'oreille interne est endommagée parviennent encore à se rétablir, mais uniquement grâce à leurs yeux. Quand la réception tourne mal. Le réflexe n'immunise pourtant contre rien. Il arrive que la réception se passe mal, même lorsque le chat retombe sur ses pattes. En chutant de très haut, depuis le balcon d'un immeuble par exemple, il peut prendre une telle vitesse qu'il atterrit trop violemment et se fracture un os, voire pire. Paradoxalement, la hauteur joue dans les 2 sens. Lors d'une chute suffisamment longue, le chat a parfois le temps de se retourner correctement, puis d'écarter ses pattes pour freiner et amortir l'impact avec tout son corps. À l'inverse, les chats qui tombent d'une faible hauteur ne disposent pas toujours du temps nécessaire pour se retourner, et c'est précisément là que les accidents surviennent. Protéger son chat et réagir en cas de chute. Si vous habitez en étage ou disposez d'un balcon, mieux vaut le sécuriser avec un grillage ou un filet afin que votre chat ne risque ni de tomber ni de sauter par-dessus le bord. En cas de chute, une vérification s'impose systématiquement. Examinez soigneusement votre animal. S'il miaule, quand vous voulez le prendre, ou s'il se met à mordre, il souffre peut-être, et c'est fait mal. Ces informations restent générales, et chaque animal est unique. En cas de doute après une chute, ou si votre chat présente le moindre signe de douleur, faites-le toujours examiner par un vétérinaire, seul à même de poser un diagnostic. C'était « Contrairement à ce qu'on croit ». Les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes, voici pourquoi. Un texte de la rédaction paru le 2 août 2026 dans Futura Science.